Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Donc en fait, un des concepts que j'aime bien, c'est comment est-ce qu'on trouve du sens dans tout ça. Parce que la technologie nous permet de faire tellement de choses, y compris de réécrire notre propre génome, de nous mettre des électrodes dans le cerveau, de devenir des humanoïdes. Enfin, il y a la science-fiction est là. Est-ce que ces choses-là ont du sens? Est-ce que c'est ça les priorités de l'humanité? On peut se poser la question. Et donc, je pense qu'on a besoin de réfléchir sur cette question de sens. Et c'est une question qu'on peut se poser depuis toujours et que différentes civilisations, différentes cultures ont abordé chacune à leur manière. Et aujourd'hui, comme on peut apprendre des autres sociétés, on peut se demander comment est-ce que d'autres trouvent du sens. Les Japonais, la quête de sens, ils appellent ça l'ikigai. Ikigai, I-K-I-G-A-I, c'est la volonté de chercher quelque chose qui correspond à ce dont le monde a vraiment besoin, ce qui suppose de comprendre ce dont le monde a besoin, ce que j'aime vraiment faire, ce qui suppose une forme de connais-toi toi-même, ce que je sais faire ou peux apprendre à faire, ce qui suppose de travailler avec des mentors qui peuvent m'aider à savoir où j'en suis dans la vie et dans mes connaissances et qu'est-ce que je pourrais faire à partir de là où je suis. Et puis, éventuellement, ce pourquoi je peux trouver des ressources, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faciles à faire seul et qui ne sont pas faciles si on n'a pas de salaire, par exemple. Et donc, si on est capable de trouver à la fois un sujet dont le monde a besoin, pour lequel on a des ressources, des compétences et de l'appétence, à ce moment-là, on va probablement faire quelque chose de plus intéressant. Alors, le problème, c'est que le système éducatif ne nous aide pas forcément toujours à trouver notre ikigai, parce qu'il nous met plutôt dans des formes de compétition où on nous dit passe un bac scientifique juste parce qu'il faut, ça t'ouvrira des portes, même si on n'aime pas les sciences ou si on n'aime pas en tout cas les sciences telles qu'on nous les enseigne pour le moment. Donc c'est quand même un modèle assez particulier qu'on a pour l'instant. Donc ça suppose une redéfinition assez importante, mais je rencontre toujours plus d'établissements scolaires ou universitaires qui me disent que oui, ils ont envie d'aider les jeunes à trouver leur ikigai. Donc je pense que ce concept se propage en ce moment et est pas mal discuté par beaucoup de gens. Et on peut, y compris, aider des jeunes qui peuvent avoir décroché par rapport au mode scolaire habituel. Si on prend par exemple un jeune qui aime le sport, donc ça c'est ce qu'il aime faire. Éventuellement, il sait un peu en faire. Il n'est pas au niveau professionnel champion du monde, mais il est déjà intéressé par ça. Est-ce qu'il va pouvoir en vivre? Peut-être pas s'il ne devient pas professionnel. Est-ce que le monde a vraiment besoin de ça? Peut-être parce que, par exemple, si on veut lutter contre l'obésité, si on veut lutter contre toute une maladie chronique, on a besoin de faire du sport pour soi et puis éventuellement on peut accompagner d'autres. Et donc on n'a pas forcément besoin d'être un champion du monde pour devenir quelqu'un qui accompagne d'autres, qui veulent bouger différemment. Mais si on veut par exemple lutter contre l'obésité, d'un certain nombre de jeunes qui préfèrent l'e-sport au sport. Donc l'e-sport, vous savez, vous êtes derrière votre écran, donc vous ne bougez pas beaucoup. Et bien en fait, on peut inventer des sports hybrides. Et donc une des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies du moment, c'est, on est en train d'essayer de prototyper ce genre de choses, c'est d'avoir des vidéoprojecteurs au plafond dans un gymnase, un sol sur lequel on projette les images, et à ce moment-là, on rentre dans un écran qui est à la taille du gymnase. D'accord. Et si votre activité digitale préférée, parce que vous êtes un vieux de la vieille, c'est Pac-Man, vous pouvez être Pac-Man, mais il va falloir que vous couriez pour échapper aux fantômes, etc. Si vous avez un autre jeu que vous préférez, vous pouvez aussi le projeter au sol et rentrer dans le jeu. Et à ce moment-là, vous allez, par exemple, devoir courir plus vite que Usain Bolt. Alors c'est difficile de courir plus vite qu'Usain Bolt, mais on peut avoir enregistré la course d'Usain Bolt, on peut vous mettre à côté, et puis on peut voir si vous arrivez à le rattraper. Alors vous allez me dire, la probabilité que j'y arrive est faible, mais on peut vous dire, ah ouais, non mais Usain Bolt a 3 ans, peut-être que vous avez une chance, ou peut-être à 5 ans, ou peut-être à 7 ans. Et puis on peut progresser en se donnant comme objectif de rattraper Usain Bolt le plus longtemps possible. Ou on peut enregistrer sa propre image, et on peut, comme Lucky Luke, courir plus vite que son ombre. Puisqu'on peut enregistrer à quelle vitesse on court et puis le lendemain essayer de courir un peu plus vite que la veille et tous les jours essayer de se mettre à progresser. Donc plutôt d'être en compétition avec les autres, finalement, on est en compétition avec soi-même.
Et si on veut ajouter de nouvelles dimensions à ce genre d'activité, eh ben, on va vouloir apprendre à programmer, on va vouloir apprendre à utiliser des capteurs de mouvement pour que ce genre de choses se passe de manière toujours plus précise. On va pouvoir, donc si on veut progresser en sport, on peut trouver plein de nouveaux métiers. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on nous dit que 10 à 50% des métiers vont être profondément transformés par l'arrivée du numérique et de la robotique, mais de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers, et j'en ai évoqué juste quelques-uns un peu rapidement, mais je pense qu'on peut inviter les jeunes d'aujourd'hui, en partant de leur passion, en partant de ce qu'ils aiment, en leur disant de quoi le monde a besoin, par exemple de bouger plus, on a besoin de bouger plus, mais il faut pouvoir mettre en mouvement les gens et pouvoir le faire avec douceur, de manière peut-être plus ludique que pour un certain nombre de choses. Et donc oui, il peut y avoir des métiers là-dessus parce qu'on fera des grosses économies de milliards par rapport aux dépenses de santé. Apprendre à le faire, c'est non seulement aimer le sport, mais peut-être aimer le jeu, peut-être aimer programmer, peut-être développer des compétences dont ils ne voient pas forcément le lien aujourd'hui et pour lesquels il n'y a pas forcément de formation aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est à la fois les prendre là où ils sont, mais penser l'ensemble de l'écosystème pour les aider à progresser et les aider à faire évoluer cet écosystème. Parce que c'est peut-être eux qui vont inventer la prochaine génération de jeux, inventer la prochaine génération de gymnase, inventer la prochaine génération d'activités physiques et sportives. On peut leur dire que dans le cadre de Paris 2024, ils vont pouvoir expérimenter déjà plein de choses. Et puis ce qui compte, ce n'est pas Paris 2024, c'est 2025, 2026, 2030, 2045, etc. Donc il va falloir les aider à se projeter. Et plutôt que de leur dire vraiment ton bulletin, voilà, on peut leur dire voilà, où es-tu et toi ? Et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu sais faire ou qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire et qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble dans cette notion d'ikigai. Donc je pense qu'on peut faire des allers-retours entre des choses très pratiques et des choses un peu plus du sens, du concept, de l'être de chacun d'entre nous et faire ces allers-retours entre ce qui fait du sens pour soi, ce qui fait du sens pour les autres, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin des autres, apprendre à prendre soin de la planète, parce qu'on est tous des citoyens de la planète, et plutôt que d'opposer les nationalités, les machins, on est à la fois tous des citoyens de son village, de son quartier, de sa ville, de sa région, de son pays, de son continent et de la planète. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait exclure une appartenance par rapport à l'autre? Non, c'est comme des poupées gigognes, c'est fractal, et on appartient à ces différentes dimensions. Et donc il faut les aider à comprendre effectivement de quoi le monde a besoin. Eh bien, c'est de plein de choses qui sont à plein d'échelles. Et donc il y a un côté think fractal, donc pour les inviter à penser de manière fractale et à penser des multi-appartenances. Et ces multi-appartenances font qu'on appartient à différentes communautés dans lesquelles il y a différentes formes d'autorité, différentes formes de vivre ensemble, mais qui sont en fait fondamentalement compatibles, parce qu'il n'y a qu'une seule planète et qu'il va falloir de toutes les manières vivre ensemble, qu'on le souhaite ou pas. On n'a juste pas le choix. Et donc prendre conscience de ces différentes réalités, je pense que c'est important, et inviter les jeunes générations qui sont déjà, quand on leur demande 60-70%, veulent soit s'engager parce qu'elles le font déjà, soit elles souhaiteraient le faire parce que jusqu'à maintenant, elles étaient dans la course à l'échalote du concours des notes et du bachotage et elles n'ont pas forcément eu le temps de le faire. Et donc, si on les invite à s'engager, mais à développer une réflexivité sur leur engagement, à dire voilà, je m'engage parce que c'est une des grandes priorités, les Nations Unies en ont défini 17, j'ai identifié celles qui me touchent le plus, j'ai trouvé des associations près de chez moi qui le font, mais je veux comprendre le lien entre l'action locale que je peux avoir et les problèmes globaux. Je veux prendre conscience d'une éthique de la responsabilité et de l'action, ce que Aristote aurait appelé une phronésis. Pour Aristote, il y avait trois formes de connaissance. Épistémé, connaissance du monde, techné, connaissance de comment j'agis sur le monde, qui ont donné respectivement la science et la technologie, et phronésis, troisième pilier de la connaissance pour Aristote, qui est l'éthique de l'action. Et bien donc, si je prends conscience non seulement du pouvoir de la science et de la technologie, ce qui est toujours plus présent, mais comment est-ce que je prends aussi conscience de cette éthique de l'action. C'est-à-dire que mes actions, elles vont avoir un impact, non seulement ici et maintenant pour moi et pour les quelques personnes autour de moi, mais il y a de plus en plus de nos actions, sur le climat ou sur la biodiversité par exemple, notre alimentation et compagnie, qui vont avoir un impact très loin de nous. Si j'utilise des sacs plastiques, ça va avoir un impact sur les océans. Donc on voit bien qu'on prend conscience progressivement du fait que
nos actions ont un impact sur nous, local ici et maintenant, mais un impact sur les autres éventuellement très loin et éventuellement à des échéances, quand on parle du climat, de dizaines d'années ou plus. Donc il y a vraiment besoin de prendre conscience de ces choses-là, mais ça passe par où j'en suis moi, et donc comment je prends soin de moi, comment je prends soin des autres et comment je prends soin de la planète. Et donc ces trois dimensions, il ne faut surtout pas les opposer. Il faut montrer le lien profond qui est qu'on est tous interdépendants. On est tous des êtres qui sont nés très vulnérables et qui finiront probablement très vulnérables. Et on a plein de moments de vulnérabilité. Et plutôt que de vouloir être des Superman et des Superwoman et oublier et dans cette compétition de chacun pour soi, il faut voir comment est-ce qu'on crée un réseau d'interdépendance où on prend conscience de ce que chacun peut faire pour les autres et de ce que les autres éventuellement pourront m'aider à faire que je ne saurais pas faire seul.